Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando associé par VK. On va parler d'audience et d'état d'urgence tout à l'heure, mais déjà les brèves de la semaine avec, en matière d'agents, la publication d'une instruction sur le déploiement du réseau des référents laïcité pour l'administration territoriale de l'État. En matière disciplinaire pour les agents, mais aussi pour les étudiants, pour les membres des ordres professionnels, eh bien, il y a un contrôle par le juge de cassation qui, en matière disciplinaire, s'étend de manière toujours plus étroite pour un contrôle de la proportionnalité de la sanction, ce qui en termes de moyenne de cassation n'allait vraiment pas de soi. On avait déjà des décisions ces dernières années en ce sens, et là, par une décision du 30 décembre 2022, sur une sanction jugée insuffisante par le Conseil d'État, contre un universitaire qui avait manu militari participé à une expulsion de grévistes. Eh bien, l'État avait fait un recours parce qu'il avait estimé que le CNESER avait été insuffisamment sanctionnateur. Le Conseil d'État, non seulement lui a donné raison, d'accord, mais surtout a confirmé qu'il exerce à ce stade, par rapport au juge du fond, un contrôle de la proportionnalité de la sanction qui va vraiment au-delà de ce qu'on aurait estimé il y a quelques années. La rémunération d'un groupe d'élus comprend l'indemnité de résidence et le CFT, même si ça conduit à un dépassement des crédits dédiés. Conseil d'État toujours. Le Théâtre de Toulon, de son côté, nous dit « Un courrier informant un agent contractuel de l'intention d'une collectivité de ne pas renouveler son contrat est en soi un acte attaquable », ce qui n'allait pas de soi. En matière de contrat, alors en matière de contrat, vous savez que les services des eaux peuvent acheter de l'eau en gros sans avoir à respecter des procédures formalisées de mise en concurrence et de publicité. Eh bien, ça s'étend aux achats d'eau en bouteille à destination des usagers en cas de coupure de la distribution, nous dit le Théâtre de la Martinique. En matière d'urbanisme, ça c'est la question du siècle, à votre avis, question très difficile. Une commune peut-elle légalement, à votre avis, vendre avec peu d'informations de nos élus des terrains, et alors qu'en fait c'est pour régulariser des constructions illicites? Ah non, bien sûr. Étrangement, c'est une décision rendue par le TA de Bastia. Annulation par le juge d'un retrait de permis de construire. Et après, on regarde le mode d'emploi donné par le Conseil d'État dans une décision importante du 28 décembre 2022. Ça serait trop long de le détailler maintenant. En matière d'aménagement, mais de finances aussi, il y a la deuxième loi de finances rectificative pour 2022 qui est revenue sur l'obligation de partage de toute ou partie de la taxe d'aménagement entre communes et intercommunalités. On peut redélibérer. Ah ben oui, mais les délais sont très courts. Bonne nouvelle, l'Association des maires de France a obtenu une interprétation de la DGCL optimiste sur le calcul de ces délais. Mauvaise nouvelle, il s'est peut-être même un petit peu trop optimiste. En tout état de cause, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous voulez le faire, il faut se dépêcher, ça c'est certain. Voici ici des détails. La Cour des comptes, de son côté, a eu à travailler sur la certification des comptes. La certification des comptes pour les collectivités, la Cour des comptes veut le rendre obligatoire, fait par des acteurs privés, mais sur des normes fixées par la juridiction financière pour les plus grosses des collectivités. Et en même temps, elle pousse au développement du compte financier unique, à la M57, des référentiels d'audit propres au secteur public local. Bref, beaucoup de choses dans ce rapport. En matière d'environnement, si j'ai une superflue, j'ai une indemnisation indue. Je m'explique. Quand j'ai, en matière d'environnement, une servitude d'utilité publique qui est fixée par le préfet dans un arrêté ICPE, IOTA ou autre, je peux avoir des interdictions qui peuvent, dans certains cas, donner lieu à des indemnisations pour ces servitudes d'utilité publique. Oui, mais ces servitudes ne donnent pas lieu à indemnisation si elles recoupent au jour de leur édiction ce qu'était l'état du droit de l'urbanisme dans un PLU, par exemple, à l'époque où ceci a été fixé, cassation civile 3 du 14 décembre 2022. En matière d'environnement toujours, on a eu une réforme par toute une série d'ordonnances il y a quelques mois sur les travaux miniers, avec un régime qui ressemble de plus en plus à celui classique de l'autorisation environnementale. Cette mue se prolonge par un décret du 11 janvier 2023. Environnement toujours, le Théâtre de Versailles, il y a eu à savoir si un bassin de rétention des eaux de pluie va relever, dans l'architecture des structures syndicats mixtes et interco, et des eaux pluviales urbaines, de l'assainissement ou de la GEMAPI. Ça peut bien relever de la gestion des eaux pluviales urbaines, nous dit le Théâtre de Versailles. Et puis mise en consultation publique du projet d'arrêté relatif au plan national de prévention des déchets 2021-2027. Là aussi, c'est une queue de procédure puisque le plan lui-même avait déjà donné lieu à une consultation publique, etc. En matière de voirie, que de procédures là aussi, ou presque, parce qu'il y a des arrêtés préfectoraux à venir, et puis des accords financiers à achever. Mais publication de la liste des voiries de l'État transférées aux départements, régions ou métropoles.
En matière de contentieux, le Conseil d'État depuis 2 ans goûte au plaisir autrefois défendu de l'oralité au stade de l'instruction. Séance orale d'instruction, audience publique d'instruction. Ça ils ont bien aimé et ils ont laissé maintenant, par un décret du 9 janvier 2023, les tribunaux administratifs et les CA goûter également ces plaisirs autrefois défendus. On va se parler un peu plus. Et puis, contentieux, une réaction à un moyen d'ordre public soulevé par le juge ne peut pas être passée sous silence. On le savait déjà depuis 2021, mais ça se retrouve renforcé dans les obligations qu'auront notamment les greffes en termes d'échange de mémoire, 6 janvier 2023. Et puis les mini-brèves, que voici. Passons à notre grand dossier, audience, état d'urgence, bilan, comparaisons et projets. Au pénal, le Conseil constitutionnel a estimé que l'utilisation de la visioconférence sans l'accord du détenu était inconstitutionnelle, même en période d'état d'urgence sanitaire ou autre. Hors pénal, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont validé ce genre de choses, mais ont dû accepter, notamment pendant l'époque de pandémie de Covid, qu'il y ait quelques autres restrictions. Ce qui conduit à des jurisprudences assez fines. Je vous ai mis quelques détails ici et là sur notamment la possibilité de restreindre l'accès du public aux audiences. Oui, on peut restreindre l'accès au public d'audience si c'est proportionné, mais pas pour les journalistes. Mais il appartient aux magistrats de s'assurer que tout ceci est justifié, proportionnel à la situation sanitaire au moment de l'audience. Le Conseil d'État a censuré, par exemple, des mesures trop générales restreignant un certain nombre de publicité des audiences, de présence dans les audiences et autres, pour la Cour nationale du droit d'asile, par exemple, CNDA. Et puis le Conseil constitutionnel a de même censuré des dispositions qui avaient été prises sur des visioconférences devant les juridictions pénales pendant cette période d'état d'urgence sanitaire. Précisons que tout ceci se combine avec le fait que, d'ailleurs, même pour le contradictoire, même pour les phases, par exemple, de dépôt de requêtes et autres, le tout électronique sera sans doute contraire à des décisions, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, décision du 9 juin 2022. Sur tout ceci, j'ai voulu faire appel à un universitaire, monsieur Morel, qui a une grande expérience de ces questions-là et qui surtout vient de finir et de diriger un grand travail sur l'adaptation des procédures contentieuses en temps de pandémie. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Première question. La plupart des pays démocratiques se sont adaptés à ces états d'urgence, notamment lors de la pandémie de Covid-19, mais en plusieurs temps, c'est ça ? Alors oui, il y a eu 2 grandes étapes dans la gestion de la pandémie par les États, par les juridictions et par les organes contentieux eux-mêmes. La première étape, ça a été celle de la réaction dans l'urgence. Donc là, on a reporté des audiences, on a fermé des tribunaux, mais ça, globalement, même si certains États ont fait durer cette période assez longtemps, ça a été assez court parce que la plupart des États sont rendus compte, et les organisations internationales aussi, pour les juridictions internationales, se sont rendus compte qu'il fallait continuer à rendre la justice, mais de manière différente. Donc on a eu une deuxième phase qui a été celle de l'adaptation aux états d'urgence, et donc c'est passé par des réformes, soit temporaires, soit bien souvent pérennes, avec l'idée qu'il pourrait y avoir d'autres crises sanitaires à l'avenir. On a eu beaucoup de divergences entre les pays, selon qu'ils connaissaient déjà des moyens de justice, de visio-justice, dirons-nous, ou bien s'ils ne les connaissaient pas, et puis en fonction évidemment de leur capacité technologique, un État qui peut proposer des connexions Internet de manière continue sur son territoire, eh bien ce n'est pas la même chose qu'un État qui n'a pas de couverture Internet partout. Et avec quelles évolutions concrètes, quelles difficultés ? Il y a eu 4 grands impensés dans cette période d'adaptation de manière générale. La première, c'est la cybersécurité. On s'est beaucoup remis à des plateformes comme Zoom, comme Teams, où la question de la protection des données, mais aussi tout simplement de la sécurité des échanges n'était pas forcément garantie de manière optimale. La question de la perte de l'oralité, qui est très importante pour le requérant, pour le justiciable, pour l'accès du citoyen à la justice, la question de la conditionnalité numérique, c'est-à-dire de la fracture numérique qui peut exister dans certains pays, du côté des requérants, mais également du côté des professionnels de la justice qui n'étaient pas forcément capables de maîtriser tous les outils numériques. Et puis, dernière impensée, c'est l'effet d'accoutumance, c'est-à-dire que, on s'est très vite, peut-être trop vite, habitué
à des visio-audiences et à prévoir pour des motifs sanitaires, mais peut-être demain pour des motifs sécuritaires, que la justice passe totalement par des moyens digitalisés. Et ça n'a sans doute pas fait l'objet d'une réflexion éthique suffisante à l'occasion de la pandémie. Et comment, en France, en administratif comme en judiciaire, se situe-t-on par rapport aux autres démocraties ? Alors, en France, les juridictions administratives et judiciaires s'en sont globalement bien sorties de cette pandémie. Les juridictions ont su s'adapter assez rapidement avec une latence qui était difficilement évitable. Alors, il y a eu quelques ratés. Je pense par exemple à l'ordonnance de mars 2020 par laquelle le gouvernement a décidé de supprimer la collégialité à la Cour nationale du droit d'asile au profit du juge unique pour des raisons sanitaires. Mais le Conseil d'État a très rapidement suspendu cette ordonnance, qui montre que finalement la justice a globalement bien fonctionné en France. La convocation judiciaire a été assez rapidement un motif légitime de dérogation au confinement, et finalement la justice n'a jamais été totalement à l'arrêt dans le pays, même si on a eu des gestions assez dégradées de la justice civile par exemple. Ce qui est certain, c'est que la France, comme la plupart des autres pays, n'était pas prête parce qu'elle ne disposait pas des outils numériques et des compétences des services de la justice pour faire fonctionner des outils numériques en urgence. Donc les juridictions ont d'abord dû improviser. Ceci dit, des progrès incontestables ont été faits en l'espace de quelques mois, et au mi-2021, un an après, la justice fonctionnait globalement bien en France, malgré tout. Alors, quelles leçons tirer de cette recherche? Elles sont multiples, bien sûr, mais la première intuition qui a guidé cette recherche, c'était que, au-delà de l'adaptation immédiate, les juridictions nationales comme internationales allaient ressortir transformées de cette pandémie, et cette intuition n'a pas été démentie. La pandémie a fait passer la justice dans l'ère numérique. La question de l'adaptation des contentieux à cette pandémie peut finalement être ramenée à la question de savoir aujourd'hui quel est le degré de digitalisation de la justice qu'on peut accepter dans notre société lorsqu'il est question de résoudre un litige. Donc c'est vraiment cette question de l'ère digitale qui est posée aujourd'hui, la question de la sécurité, de la confidentialité des débats, et c'est le grand enseignement de cette recherche. Il faut penser l'éthique du contentieux dans l'ère numérique, et il me semble, à la lecture de toutes ces contributions, que c'est la principale source d'enseignement de cette recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir, merci à vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, Les 10 minutes juridiques, par nos associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.